Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous parler un peu de modélisation du cycle de l'azote et son intérêt dans le pilotage de la fertilisation, donc d'un point de vue surtout pour la vigne. Comme Laure vous l'a déjà présenté avant, donc l'azote, on sait tous que c'est un élément majeur pour nos cultures. Donc ici, vous avez à gauche un peu une représentation théorique des choses qui se passent d'un point de vue croissance de la plante si on est en manque d'azote ou en, en fourniture excessive, donc avec des effets sur la vigueur de la vigne, donc avec une croissance végétative qui va être exacerbée si on a trop d'azote, mais en contrepartie, des effets négatifs sur la partie fructifère, donc avec un rendement qui va être modifié et surtout dont la qualité va être modifiée. Et vous avez à droite une expérimentation qui avait été présentée par un chercheur, M. Verdenal, en Suisse, où en expérience en pot, et c'est ce qu'on avait refait au point de vue d'NV2, suivant différents types de fournitures d'azote, on voit directement la plante réagir vis-à-vis de ça. Donc, Laure vous a un peu présenté aussi d'un point de vue dynamique, qu'est-ce qui se passe au point de vue du continuum sol-plante-atmosphère, au point de vue de l'année, donc sur l'azote, avec ici un rappel d'une courbe théorique qu'on prend souvent en termes de ce qui se passe sur ce continuum-là. La fourniture d'azote qui est par le sol, qui est en vert clair, à gauche, avec des périodes, et donc ça, c'est complètement théorique, et Laure le montre bien, avec le changement climatique, on va avoir des changements dans cette fourniture d'azote à cause des modifications de la température, de la pluviométrie et tout ce qui se passe. Et en vert foncé, vous avez le besoin d'azote de la plante, et le prélèvement donc, qui correspond aux besoins de croissance en saison, depuis le débourrement jusqu'à la chute des feuilles. On a aujourd'hui plusieurs méthodologies pour pouvoir mesurer les carences en azote de la plante. Donc, pour ça, on a des outils. Alors, le plus simple, c'est de faire des prélèvements de sol pour voir déjà ce qu'il y a dans notre sol et des analyses. On a aussi des outils pour la plante, pour caractériser l'azote au sein de la plante. Donc, avec, vous avez tous déjà vu et fait sûrement des analyses de pétiolaires ou des analyses de feuilles. Et on a aussi accès à différents outils pour mesurer via proxy, c'est-à-dire de façon détournée, est-ce que la plante fonctionne bien ou pas. Par exemple, ici, vous avez des pinces à chlorophylle, que ce soit le SPAD à gauche ou le Dualex à droite, qui permettent en fait avec une mesure en transmittance de voir si on a des taux de chlorophylle corrects ou pas dans les feuilles, et donc qui sont corrélés derrière à la bonne utilisation de l'azote par la plante ou la déficience. Donc tous ces éléments sont ponctuels, et on va pouvoir en fait vérifier à un moment donné si ok, on a une fourniture d'azote et si notre plante fonctionne bien, mais quid du suivi dynamique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue de la planification pour prévoir si on a besoin d'une fertilisation ou pas, ou anticiper l'avenir? Pour ça, la modélisation peut paraître intéressante, et c'est un peu l'origine un peu du projet NV2 aussi en partie, c'était de se dire, en continu, est-ce qu'on est capable de déterminer la fourniture d'azote par le sol et l'utilisation de cet azote par la plante via sa croissance et son bon fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est juste des équations mathématiques qui vont décrire en fait la réalité. Alors, on a plusieurs façons de modéliser. Donc ici, je vous ai représenté juste de façon théorique. C'est pareil, vous le retrouverez dans la publication de Verdenal. On va dire un schéma qui affiche les grands processus au sein de la plante de l'utilisation de l'azote depuis le continuum sol-plante-atmosphère, et
avec les effets donc, des différentes parties. Et donc dans ces grands processus, on va pouvoir les décrire mathématiquement pour voir si, si on est capable en fonction de données d'entrée qui pourraient être nos données météo, notre caractérisation du sol, voir si on est capable d'estimer en dynamique l'azote dans les différents compartiments. On a plusieurs façons de modéliser. Une des façons va être par exemple celle-ci, c'est ce qu'on appelle un Functional Structural Plant Model, c'est-à-dire que là on va modéliser la plante dans toute sa complexité, tout du moins essayer de la modéliser, avec une plante en 3 dimensions, avec tous les processus qui sous-tendent son fonctionnement. Alors ici, vous avez juste les processus par rapport au cycle de l'eau dans la plante. Il n'y a même pas l'azote et il n'y a même pas le carbone. Mais la problématique de tout ça, c'est que vous allez avoir énormément d'équations mathématiques, énormément de paramètres. Et donc, pour pouvoir utiliser ça de façon opérationnelle derrière, pour nous, pour avoir des outils utilisables au champ, c'est compliqué. Parce qu'un modèle, ce n'est qu'une représentation de la réalité. C'est faux de facto. Et donc, pour avoir un résultat cohérent, ça va demander énormément de paramètres, de mesures, et donc ça ne sera pas utilisable. Donc, où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête entre un modèle qui peut être très simple, par exemple le calcul d'une moyenne, c'est une équation mathématique, et ça peut être considéré comme un modèle, jusqu'à ces modèles structure-fonction, donc en 3 dimensions, avec des milliers et des milliers de paramètres. Alors, c'est là où j'aborde un tout petit peu le projet NV2. Alors, le projet NV2, c'était quoi? C'était d'estimer en fait l'azote de la vigne jusqu'à la cave avec des expérimentations. C'est un projet collaboratif qui a été financé au niveau de la région Occitanie entre plusieurs partenaires et dont un des partenaires ITK était donc en charge de cette partie réflexion sur la modélisation pour en faire un OAD, un outil d'aide à la décision derrière, de pilotage de l'azote, que ce soit au point de vue viticulture ou la cave. Et donc, on est parti sur le fait de développer un modèle en interne. Alors, pourquoi ne pas reprendre d'autres modèles de recherche, comme ce qu'a présenté Laure sur le modèle sol? Exactement pour la raison que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de modèles avec énormément de paramètres. Et des fois, c'est beaucoup plus simple de reprendre des équations très basiques, d'en faire un modèle avec le moins de paramètres possible, de façon parcimonieuse, pour en faire quelque chose d'opérationnel. Et donc, cette modélisation, c'est pour ça qu'ici, on est parti sur une modélisation, ce qu'on appelle donc un modèle mécaniste, mais sous forme de compartiments, c'est-à-dire que la vigne est vue comme un ensemble de compartiments où on va avoir donc, tout ce qui est partie pérenne, donc les racines, le tronc, les bras, et qui va constituer le stock des réserves. Vous allez avoir les parties en croissance de l'année, donc les sarments, les feuilles, les vrilles et les grappes. Donc chacun de ces compartiments, on va pouvoir essayer de quantifier leurs besoins en azote à chaque instant et la fourniture par le sol pour pouvoir après vérifier s'il y a une adéquation ou pas entre le besoin et l'offre par le sol et la demande par la plante. Donc c'était une approche d'offre-demande qui a été utilisée. Donc un modèle qui a été fait, donc, qui s'est appelé GrepSim. Alors il y a une publication qui parle de ce modèle que je vous ai rappelé ici, et vous avez un peu la description de la partie plante à gauche, où donc d'un point de vue de chaque compartiment, donc on a géré l'offre-demande avec des fonctions de... Alors, c'était une des premières façons de modéliser qu'on a utilisé, une des fonctions de trajectoire entre le carbone et l'azote demandé, puisque l'azote, en termes de développement de la plante, est utilisé d'un point de vue de la croissance, et donc est corrélé complètement à la demande en carbone pour cette croissance. Donc tout a été géré d'un point de vue de ces trajectoires. Et à droite, vous voyez une des premières évaluations qui avait été présentée dans ce papier-là, entre de la simulation donc en bleu et de l'observation
donc sur le compartiment carbone, là, dans ce sens-là, ce n'était pas encore l'azote qu'on avait évalué, mais avec la dynamique qui avait été faite. Derrière ça, donc, ce modèle a été utilisé aussi d'un point de vue de l'INRA, d'un point de vue recherche. Il a été couplé avec, parce que là je vous ai parlé que de la partie plante, où on a essayé de simplifier le plus possible les choses, mais la plante toute seule ne sert à rien d'un point de vue d'un modèle opérationnel. Il faut la coupler avec un modèle sol de fourniture d'azote et un modèle sol aussi pour pouvoir calculer le cycle de l'eau, puisque sans eau, il n'y a pas de fourniture d'azote à la plante, et donc on ne peut pas faire ça. Donc, ce modèle plante a été couplé avec le modèle Wallis, donc, qui a été développé à l'INRA, en partenariat aussi avec l'IV, et un modèle de fourniture de sol. Alors, ce n'est pas le modèle AMG, mais ça pourrait, mais qui avait été développé dans le cadre du projet NV2. Et enfin, donc, ITK a utilisé en fait cette base de modélisation pour le rentrer dans un de ces OAD qu'ils avaient développé, donc Vintel, qui est un OAD de pilotage de l'irrigation. Et donc en couplant ce modèle plante et ses besoins en azote, donc ils ont développé des indicateurs de sortie du modèle qui sont représentés sur la courbe à gauche, sous forme d'un besoin en azote de la vigne en kilos par hectare, besoin qui est rempli ou pas, avec un pourcentage de satisfaction suivant la période et suivant justement les intrants qu'on va mettre, avec une prévision du point de vue saisonnier des besoins en intrants. Mais, donc ça c'est un des exemples d'OAD qui a été développé sur NV2, mais il y a d'autres OAD qui existent aussi. Il y avait eu le projet NPRN, d'un point de vue de l'INRA et du Comifère, pour justement la partie fertilisation en vigne ou en arboriculture. Et je terminerai juste ma présentation, c'est qu'aujourd'hui, donc, moi je suis responsable du pôle R&D de Sonagri en agrivoltaïsme, et justement je vais vous montrer que c'est aussi important cette partie modélisation pour l'azote d'un point de vue de l'agrivoltaïsme dynamique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, nous chez Sonagri, notre rôle ça va être de piloter l'ombrage des panneaux. On n'est pas énergéticien, justement on pilote ces types de structures de protection climatique pour favoriser la croissance des vignes. Et on utilise la modélisation pour déterminer les meilleurs moments dans la journée ou dans la saison où il faut laisser passer la lumière pour la plante, pour sa croissance. Or, en modifiant les cycles de croissance de la plante ou en favorisant ou en la protégeant par l'ombrage, on va modifier les cycles de besoin d'azote de celle-ci, mais aussi les cycles de croissance des plantes de couverture, de fonctionnement du sol et tout ça. Et d'un point de vue de ce pilotage, on utilise le même type de modèle qu'on avait développé pour l'azote, pour estimer les besoins en carbone et estimer des paramètres comme le bilan hydrique ou le bilan énergétique avec des indicateurs de sortie. En termes d'expérimentation et de suivi qu'on a en relation avec l'azote, ce que je veux juste vous montrer au final, c'est qu'ici, on a un dispositif qui est sur la Chambre d'agriculture du Vaucluse, sur Grenache Noir, qui a été développé dès 2019 et qu'on suit depuis, donc avec 2 zones de pilotage et 2 zones témoins. Donc ces 2 zones de pilotage où on fait une stratégie d'ombrage sur l'année, et on a couplé ça avec de l'irrigation et de la non-irrigation. Et ce qu'on observe, c'est que vous allez avoir ce type de réponse au point de vue végétatif. Donc ça, c'est des photos que j'avais prises en 2022 au moment des canicules de juillet. Vous voyez que les canopées ne sont pas tout à fait de la même forme. Et derrière ça, alors ça s'explique, parce que le fait d'apporter de l'ombrage, vous allez faire une protection thermique. Et typiquement la protection thermique, là sur la photo en imagerie thermique, en bas à droite, qui correspond à la canicule de 2023, vous voyez que par exemple sur le sol, on peut atteindre des valeurs de plus de 30 degrés entre la partie témoin, qui était à 75 degrés au sol, c'est en début d'après-midi, et la partie sous panneau, où on était à 45 degrés. Et derrière ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, alors il y a aussi la partie haut,
bien sûr, puisque si on met un apport de l'ombrage, on diminue l'évapotranspiration de la plante et du sol, et donc on va peut-être besoin d'apporter moins d'eau sur cette partie-là. Donc sur ce dispositif, on a contrôlé le statut hydrique via des mesures de chambre à pression pour avoir le même statut hydrique partout, et on a apporté les irrigations qui correspondaient à ce même statut hydrique. Et on a vu à la fin qu'on a apporté jusqu'à 40 à 60% d'eau en moins sous les panneaux. Mais voilà. Mais pour en revenir à l'azote, donc il y a eu des suivis au point de vue des feuilles au niveau des grappes, avec justement ces pinces chlorophylliennes, ici le SPAD. Et donc sur les 6 années de mesure, qu'est-ce qu'on montre? On montre qu'on a on a des feuilles qui sont moins fonctionnelles. Alors ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent, mais elles sont moins fonctionnelles, avec moins de chlorophylle. Donc sur les témoins, donc qui sont en relation avec les stress hydriques, avec les stress thermiques et tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de qualité au moment de la récolte, sur l'analyse des 200 baies, en moyenne, là c'est sur les 5 dernières années, je n'ai pas la dernière année, on a plus d'azote assimilable dans les baies sous les panneaux. La fertilisation de cette expérimentation a été la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fertilisation qui a été apportée depuis les 5 dernières années. Donc là, on est vraiment sur un phénomène où on démontre que, d'un point de vue dynamique, la dynamique a été changée, de fait, par justement l'environnement, d'avoir moins d'irradiation. Et donc c'est pour ça que, d'un point de vue modélisation, ça peut être intéressant d'avoir ce type d'outils pour expliquer aussi comment on arrive à modifier ces dynamiques-là. Et voilà. Merci à vous. Merci Damien pour cette... Oui. J'avais juste la dernière slide, c'était pour dire qu'il y avait un dispositif, parce que là on avait fait sur du grenache à Piolinck, et donc la question va être de plus en plus prégnante sur la partie azotée, sur du blanc, puisqu'on a un autre dispositif avec l'IFV justement et la chambre du Gard à Rodillan. Là on est sur du vionnier. Et donc on va analyser vraiment ces parties-là, donc aussi ce point de vue qualité des grains et qualité du mou derrière, avec les tilleuls derrière tout ça. Voilà, merci.